Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour l'épisode 66. Bonjour à toi, chère auditrice, chers auditeurs, c'est Marc de Parler Cuisine et on se retrouve pour Parler Cuisine avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. On approche tout doucement de la fin de cette série de repas festifs qu'on avait commencé avec les intolérances alimentaires, les restrictions et allergies, les choses qui empêchent les gens de recevoir, ceux qui ont des petits problèmes parce qu'ils peuvent pas manger de tout. Donc nous avons eu les plats principaux sous forme de déclinaison. Oui, il y avait les entrées d'abord, de épisode hachis. 61. Alors il y a les entrées en ordre d'importance, donc il y a les entrées Oui. qui étaient des entrées froides. Ensuite nous avons eu le dessert qui était une déclinaison de riz au lait que vous pouviez présenter sous forme d'une stratigraphie de riz au lait. Oui. Et ensuite nous avions eu, il y a très peu de temps, les potages Et les fromages. et les fromages, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste pour faire un menu complet? Eh bien il nous reste les mises en bouche. Les amuse-gueules. On appelle ça les mises en bouche, les amuse-gueules, les akouskis, quoique ça regroupe des choses un petit peu différentes. Ah. Alors, si on parle de mise en bouche, c'est un terme générique dans lequel on peut mettre finalement un petit peu près tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on met en bouche, quoi. Tout ce qu'on met en bouche et qu'on met en bouche, disons, en petite quantité lors de l'apéritif ou lors d'un cocktail dînatoire. Voilà, pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Voilà. Et puis après, il y a quelque chose qui est un emprunt du russe, qui est le zakouski. Alors, le zakouski, au départ, c'est un petit pâté. Alors, évidemment, le terme est un petit peu dévoyé en cuisine française, et on a fini par appeler zakouski à peu près tout ce qui est, je dirais, construit, tout ce qui est élaboré. Par exemple, un légume, des carottes trempées dans la mayonnaise ne porte pas le nom de zakouski. Mais par contre, tout ce qui est petit four salé, tout ce qui est petit chou farci, etc., a fini par s'appeler zakouski, mais au départ, ce n'est pas ça. C'est en fait tout ce qui est préparé. Tout ce qui est préparé, mais c'est je dirais, un glissement sémantique. Oui. Alors, on dit, petite précision, on dit bien un zakouski avec un Z et pas... On dit bien un zakouski parce que j'ai déjà entendu des gens dire un akouski. Oui. Hein, et en plus, c'est quelqu'un de mes amis et qui est professionnel qui le dit comme ça, alors je le reprends à chaque fois. Il dit oui, je sais bien, mais il va dire un akouski alors que ce sont des akouskis et un zakouski. Voilà. Alors, il y a également les bouchées. Alors, les bouchées, ce sont généralement des préparations dans lesquelles intervient de la pâte feuilletée et qui est en fait un mini vol au vent. Les bouchées sont généralement chaudes dans ce cas-ci. Les bouchées à la reine. Par exemple, mais bon, des petites bouchées avec un escargot, des petites bouchées avec un œuf de caille et des épinards, des choses comme ça. Mhm. Et puis, vous avez les petites tartelettes, vous avez les mini-quiches, vous avez les mini-pizzas. Vous avez des petites choses qu'on passe en friture, des petits beignets. Vous avez également les verrines. Vous avez les canapés. Donc ici, j'ai passé alternativement en revue des choses qui étaient aussi bien chaudes que froides. Mais c'est vraiment varié. Et puis, on n'oublie pas non plus qu'on peut avoir maintenant des petites cassolettes. Ce sont en fait des petits récipients dans lesquels on a mis des réductions de choses que l'on peut éventuellement prendre en plat principal. C'est à peu près tout ce qu'on peut avoir et on invente finalement des choses nouvelles. Hein. On invente des sucettes salées, on invente des barbes à papa salées, on invente maintenant avec la cuisine, je dirais moléculaire, on a inventé toute une série de choses gélifiées. Donc vraiment, on n'est pas vraiment, disons, limité. Hein. On a commencé à présenter aussi ça sur des grandes cuillères. Oui, voilà. Sur des pics, des verrines, sur des pics, oui, tout à fait, des mini sur brochettes. Je veux dire, il y a beaucoup de suggestions. D'ailleurs, comme tu avais suggéré il y a quelques épisodes, allez voir seulement les magazines de fête. Oui, les bien magazines sûr. de cuisine de fête. Là, vous trouverez toutes les idées qu'il faut. Et pour vous donner une idée, j'ai été invité il y a quelques années à l'inauguration d'une très célèbre, enfin je dirais même il y avait plusieurs marques dans le même bâtiment et je pense que je voulais montrer un jour ce bâtiment. C'est une usine de transformation de crustacés, donc de produits de la mer, et qui met en boîte une très célèbre variété de pâtes de crabe.
Et le jour de l'inauguration, c'était vraiment en grande pompe. Il y avait des ministres, il y avait des gens très importants. On servait des pâtes entières de crabe d'Alaska, donc le grand crabe royal. Mhm. Donc les morceaux de pâte faisaient, je dirais quelquefois quasiment la largeur d'un demi-avant-bras humain. Hein. Donc autant vous dire que c'est assez important, avec une longueur d'une bonne trentaine de centimètres. Donc les membres du personnel qui étaient au service passaient avec des plateaux garnis de ces fameuses pâtes de crabe géant. Hein, et alors ils fendaient le cartilage de la pâte, donc le cartilage extérieur, et puis ils poussaient un petit peu la chair qui était à l'intérieur, et vous mangiez des pâtes de crabe comme ça en dégustation. Je dois dire que je n'en ai jamais mangé depuis, je dirais en quantité pareille, puisque c'était vraiment à volonté. Maintenant, est-ce qu'on peut encore appeler ça une mise en bouche, étant donné que c'était vraiment il fallait 3-4 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour manger sa pâte de crabe. Et puis bon, voilà, donc ça n'était plus dans des proportions que je vais vous dire maintenant. Alors, tu viens toujours avec des exemples extrêmes, toi aussi, hein? Ben voilà, mais bon, c'est pour vous dire que il y a quand même des choses qui sortent un petit peu de ce que je vais vous raconter. Alors, ce serait peut-être bien, c'est d'abord de dire à tous nos auditeurs et à notre auditrice particulière qui nous écoute maintenant, ce que devrait avoir comme qualité des mises en bouche, surtout lorsqu'il s'agit de faire des mises en bouche avant un repas qui va s'avérer copieux ou plantureux. Alors, la première qualité des mises en bouche, c'est qu'elles doivent être variées. Donc, idéalement, il faudrait des mises en bouche chaudes et des mises en bouche froides. D'autre part, elles ne doivent pas être répétitives. C'est-à-dire qu'on va essayer de veiller autant qu'on peut de ne pas avoir dans les mises en bouche des produits que l'on va retrouver par la suite dans le menu. Hein, on essaie en tout cas de ne pas en avoir, ou en tout cas le moins possible. Et les produits devraient être variés. Donc il faudrait idéalement qu'il y ait des produits à base de viande, à base de poisson, éventuellement à base de fromage, mais également à base de légumes et de céréales pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent plus manger de produits d'origine animale. Alors, au niveau des méthodes de réalisation, et en tout cas des techniques de production, j'ai dit qu'il y avait des chaudes, qu'il y avait des froides, mais s'il y a des chaudes, il faut qu'il y en ait qui soient réalisées au four, d'autres en friture, d'autres par pochage, éventuellement par grillage ou par rôtissage. Vous verrez, il y a des exemples. Alors, il faudrait aussi idéalement qu'il y ait des variétés dans les couleurs, dans les formes, dans la présentation. Les mises en bouche doivent être petites. Alors, une mise en bouche idéale, c'est 1 à 2 bouchées maximum. Hein. Je dis une bouchée parce que quand vous en prenez certaines, donc comme les petites bouchées qui représentent des mini-vols au vent, en principe, vous la mettez en bouche en une seule fois. Et puis, lorsque vous avez des verrines, bien souvent, vous avez une petite cuillère ou une petite fourchette qui est annexée à la petite verrine. Généralement, on en fait 2 bouchées, on prend 2 cuillerées et on a vidé le petit verre, on a vidé la petite verrine. Alors, autre conseil également, la mise en bouche, elle doit se faire regretter. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir pléthore de toutes les mises en bouche au point que vous allez finir par les refuser parce qu'évidemment, vous en serez blasé. Donc voilà, il faut qu'il y en ait une de chaque sorte évidemment par personne. Dès le moment où on dépasse 2, ça devient trop. Donc il faut qu'on dise, tiens, celle-là elle était vraiment super, finalement c'est dommage qu'il n'y en a plus. Et alors comme on disait, elles ne doivent pas être bourratives. Oui. Parce que vous avez encore un menu qui va suivre, et il ne faut pas qu'on soit empêché de manger ou qu'on ait plus faim. Alors le piège, ce sont évidemment les enfants qui, eux, se jettent sur les mises en bouche. Sans mesure. Sans mesure, je dirais comme les sauterelles sur un champ de blé. Et puis après, les gosses, on ne sait plus rien leur faire avaler après parce qu'évidemment, ils n'ont plus faim. Oui. Alors ça, c'est pour les généralités. Mais en sachant ça, en fait, c'est même plus facile de nourrir les enfants rien qu'avec ça. Si on sait qu'ils vont se nourrir que de ça, alors on ne prévoit plus rien après. Le problème, c'est que ils vont se nourrir avec ça. Et puis après, quand la soirée va se poursuivre, ils vont commencer à attraper faim en fin de soirée parce qu'ils auront digéré leur mise en bouche. Oui. Et comme ils n'auront rien mangé entre-temps, ce sera au moment du dessert qu'ils vont se lancer sur le dessert et qu'ils vont en manger chacun 3 portions. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est évidemment assez bizarre, mais il faut bien imaginer qu'ils ont un estomac. Je prends le cas d'un enfant de 5-6 ans, il a un estomac comme 2 petits poings.
forcément, une fois qu'il a mangé une dizaine de mises en bouche, ben bon, à un moment donné, il est saturé, évidemment. En plus, ils jouent, ils boivent des limonades, donc l'estomac est rempli. C'est vrai que si après on passe aux entrées froides, au potage, au plat principal, mais ils n'ont plus de place pour le mettre à ce moment-là, évidemment. Ouais. Non, mais Hein, donc, je vais t'avouer que moi, en question de mise en bouche, un truc que j'ai remarqué quand je faisais le service, c'est que quand tu servais du vin mousseux avec ça, généralement le vin mousseux calait et les gens mangeaient moins. oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup les mises en bouche. Et en ces périodes de fête, on en trouve des surgelés comme ça, passés au four à la friteuse. Et Tout à fait, je tout vais à fait. t'avouer que ça m'arrive parfois avec ma femme. On se fait un repas avec rien que ça. Mais pourquoi pas? On se fait C'est ce plaisir. qu'on pourrait appeler un tapas finalement. Hein. Oui, c'est comme des tapas, ouais. Parce que les tapas par rapport aux mises en bouche, ce ne sont jamais que des mises en bouche qui sont typées, disons, de la cuisine espagnole. Hein. Ben voilà. Ben oui. Ce n'est rien d'autre. Maintenant, bon, quand on a en tapas une tortilla de pommes de terre, bon, évidemment, on fait la tortilla entière et puis on la coupe en quartiers. Mais on peut très bien avoir ça dans notre cuisine française avec une quiche, par exemple. On fait une des quiche mini-quiches, oui. oui, mais on fait des mini quiches, bien sûr. Mais on peut aussi faire une quiche, je dirais, d'un diamètre de 18-20 centimètres. On la coupe en fin quartier, on la réchauffe et on la sert en mise en bouche. J'ai fait ça pendant des années quand je travaillais. C'était la mise en bouche du restaurant où je travaillais. Ah oui. Alors maintenant, je vous ai dit donc les généralités au niveau des mises en bouche. Maintenant, comment pourrait-on à peu près les répartir? Je vais vous donner une petite idée. Alors au niveau des froides, moi je suggère que vous en prépariez 4 et que si vous réalisez les choses, vous en prépariez à peu près 4 également. Alors vous allez avoir 4 mises en bouche chaudes, 4 mises en bouche froides que vous pouvez éventuellement, je dirais, accompagner d'un petit potage en dégustation. Alors bon, là évidemment, à vous de voir si vous gardez après un potage dans le menu ou pas. Évidemment, il devra être différent. Hein. Ça peut être un gazpacho. Ça peut être un gazpacho, tout à fait. Ça peut être un gazpacho. Alors le gazpacho, bon, on peut le réaliser soi-même, comme on peut en trouver particulièrement bien fait dans le commerce. Oui. Hein, alors ça, je dirais, c'est une mise en bouche qui est très vite faite. Vous avez vos petits verres ou vos petites verrines, vous avez votre gazpacho qui est donc au réfrigérateur. Il suffit tout simplement de le verser dedans, de le mettre sur un plateau, et vous avez déjà une mise en bouche qui est faite sans avoir vraiment à vous tracasser. Pour ceux qui savent pas, le gazpacho, c'est du potage froid. C'est un potage froid, voilà. Tomates et poivrons. Alors, au niveau maintenant des mises en bouche froides, bon, ben, idéalement, vous devriez avoir une mousse à dresser, par exemple. Hein. Mm-hmm. Vous pouvez également avoir un toast que vous garnissez avec un pâté ou une terrine. Vous pouvez également avoir un carpaccio ou un tartare. Si on fait l'un, on ne fait pas l'autre, ce serait mieux. Alors, une petite brochette, ça peut également se faire. Vous pouvez également avoir des légumes. Vous pouvez également avoir des céréales. Donc, vous voyez qu'il y a moyen d'avoir facilement 4 choses différentes. Alors, au niveau des mises en bouche chaudes, l'idéal, c'est d'avoir au moins une mise en bouche qui soit réalisée en friture, une autre qui soit, par exemple, un petit chou salé farci, qui va bien sûr être repassé au four, un produit rôti, ça se trouve facilement. Et puis après, on pourrait également avoir une petite tartelette ou une mini marmite. Et là, vous avez de nouveau le choix pour vos 4 mises en bouche. Bien sûr, quand on dit qu'il y a des mises en bouche préparées, rien ne vous empêche d'avoir toujours, je dirais, dans des coupelles à table, je dirais des petits accompagnements habituels. Hein. Ça peut être des lamelles de saucisson, de 2-3 variétés de saucissons différentes. Ça peut être éventuellement des morceaux de fromage sélectionnés. À ce moment-là, vous ne mettrez peut-être pas de fromage au niveau de votre menu. Il y a toujours les éternels biscuits salés du commerce, bien entendu. Il y a les olives noires, les olives vertes. Éventuellement, si vous ne faites pas intervenir de tomates cerises, ben vous mettez ici des tomates cerises, vous mettez des légumes froids. Tout ça, c'est un petit peu à voir en fonction des habitudes de vos invités, de vos habitudes à vous. Cacahuètes et noix. Mais comment? Cacahuètes, pistaches et noix. Alors, aussi. les cacahuètes, pistaches, noix de cajou, etc., salées ou sucrées. Maintenant, attention, tout ça, ce sont des pièges pour les gosses. Hein. Oui. Alors, je ne vous dis pas si vous rajoutez des chips au paprika. Là, évidemment, vous êtes certain que vos paquets de chips vont d'abord passer aux gosses sans aucun problème et ils n'auront plus faim après. Ou alors, si tu es cruel, tu mets des chips au pili-pili. Ah, écoutez, il y a également des petits biscuits maintenant au wasabi. Ça refroidit les plus. J'en ai. Moi, j'adore évidemment le wasabi. Il y a le wasabi vert et il y a le wasabi rouge, ce qui n'est pas mal non plus. Ah oui, c'est quoi le mieux?
j'aime bien les deux. Bon, j'aime bien ce qui est piquant malgré tout. Et alors, il y a des produits nouveaux aussi. J'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas longtemps. J'aurais pu vous donner des références, mais je ne les ai pas présentement. Des légumes séchés. Ah, oui. Oui, c'est tout nouveau. En réalité, ils sont d'abord pré-frits et puis ils sont séchés. Mais je ne vous parle pas ici des fameux chips aux légumes racines. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des légumes qui sont séchés. Et vous avez même des champignons séchés, des shiitake séchés. Vous avez également des haricots verts séchés. C'est tout nouveau. Enfin, c'est relativement nouveau. Je l'ai vu il y a quelques mois dans un assortiment pour les professionnels. Et je pense que ça va sortir pour le grand public. Ça existe déjà ici. Prochainement. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Ils présentent ça comme étant un snack de remplacement qui est beaucoup plus sain que les Voilà. chips frites. Parce que les chips, c'est quoi? Oui, par contre, moi, je suis allé voir la composition. Hein. Ah oui. Et alors, quand on voit qu'il y a de nouveau de l'huile de palme dedans, bon, on peut se poser des questions. Ah, oui. Eh oui, parce que bon, moi aussi, j'ai pris ça pour quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus intéressant, beaucoup moins gras et moins riche que les chips de pommes de terre ou de légumes. Et puis finalement, quand je vois qu'il y a de l'huile de palme, je me dis bon, ben voilà, le poison se trouve dans les détails. Alors, si vous voulez, nous allons passer en revue quelques exemples de mise en bouche froide que vous pouvez réaliser. Alors, si on commençait par les tartares, ce serait une bonne idée. Oui. Alors, le tartare, vous pouvez le présenter de plusieurs manières. Quand je dis tartare, ce sont des tartares, mais ce sont aussi des préparations marinées. Si vous faites du tartare, donc je le rappelle, vous pouvez ne pas faire de carpaccio parce qu'évidemment, vous allez avoir là deux produits, disons, qui vont peut-être se faire un petit peu concurrence. Sauf si maintenant vous décidez de faire, je dirais, le show sur les mises en bouche. Là, vous pouvez mettre autant de mises en bouche que vous voulez. Alors, les tartares, on peut les présenter de plusieurs manières. On peut les présenter, si on veut les faire en quantité un petit peu plus grande, en portion plus grande, sur des tout petits demi-petits pains. Il existe des petits pains de table, je dirais, qui ont à peu près 4-5 cm de longueur. Mm-hmm. On peut les couper en deux, on peut les griller et on peut s'en servir comme base pour dresser du tartare. Bien sûr, il y a les toasts habituels qui sont réalisés à partir de tranches de pain grillé. Vous avez les toasts, disons, plutôt industriels cette fois-là, qu'on appelle généralement des toasts Melba. Et je peux vous expliquer après pourquoi ils ont ce nom-là. Ce sont des biscottes finalement extrêmement fines qui font à peu près 2 ou 3 millimètres d'épaisseur et qui sont généralement rectangulaires avec une longueur de 4-5 centimètres et une largeur d'à peu près 3 centimètres. Vous avez maintenant toute une série de petites coupelles alimentaires qui sont généralement réalisées dans une pâte et finalement on mange la cuillère, la petite coupelle, en mangeant l'entièreté du tartare. Mais vous avez également des petites coupelles et des caclons en porcelaine. Et puis vous pouvez toujours mettre votre tartare dans une verrine. Il n'y a qu'une chose, c'est que la présentation va être légèrement différente si c'est dans une verrine ou si c'est dans une coupelle, je dirais, en porcelaine, ou même si c'est dans une coupelle alimentaire en pâte. Alors, le premier tartare que je vous propose, ce sera un tartare de bœuf à l'indienne. Donc, c'est un tartare pour lequel vous allez prendre un morceau de bœuf. Vous allez le couper vous-même au couteau. C'est beaucoup mieux que de prendre de la viande hachée du commerce. Alors, comment fait-on? Eh bien, on prend par exemple un morceau de viande de type steak pelé. On l'émince en fines lanières et puis on donne des coups de couteau transversaux dans l'autre sens et on a vraiment de tout petits dés. Alors, comment pouvez-vous l'assaisonner? Bon, vous pouvez faire d'abord une petite mayonnaise sans vinaigre dans laquelle vous allez mettre un peu de jaune d'œuf, un peu de sel, de l'huile de noix. Vous pouvez mettre une petite cuillerée de ketchup, un tout petit peu de moutarde, un petit peu de sauce anglaise, du coco râpé, du curry, du sel, du poivre bien entendu, et puis vous agrémentez ça avec par exemple des pignons de pain grillés, vous en mettez un petit peu, des tout petits dés d'abricots séchés ou de la mangue séchée par exemple, et vous avez quelque chose qui est assez original. Attention, n'oubliez pas, donc il faut mettre du curry. Vous pourriez également mettre un petit peu d'origan ou un peu de coriandre au niveau de l'herbe, si vous souhaitez mettre une petite herbe dans votre préparation. Alors, au niveau de la présentation, on peut prendre quelques feuilles de radicchio, donc ce sont ces salades de couleur pourpre d'origine italienne. Vous faites une toute fine, vous les ciselez vraiment très finement, hein, et puis vous les mettez dans le fond de votre verre, vous mettez votre cuillerée de tartare de bœuf, et puis au-dessus, vous pouvez décorer avec des germes
de betterave rouge par exemple, ou bien des germes de luzerne, ou bien des germes de poireaux. Vous en mettez une toute petite pincée. Alors ça, c'est pour le tartare de bœuf à l'indienne. Alors maintenant, vous pouvez prendre également une option un petit peu plus osée, mais qui existe dans la cuisine, disons, traditionnelle française des 20 dernières années. Ce serait un tartare de bœuf à l'huître et au caviar. Alors bien entendu, je vous dis ici du caviar, mais vous pouvez évidemment mettre des œufs de poisson moins onéreux que le véritable caviar. Alors de nouveau, vous prenez votre morceau de viande de bœuf, vous la hachez au couteau, je ne vais pas revenir sur l'explication. Alors au niveau de l'assaisonnement, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre des flocons d'algues. Alors on trouve dans le commerce, dans les épiceries fines, des mélanges d'algues, il y en a généralement 3. Il y en a une plus noire, une plus verte et une plus rouge. C'est souvent le mélange qu'on propose. C'est en flocons, donc ça s'utilise en mettant des pincées, comme si on mettait, je dirais, une herbe séchée de style romarin ou autre. Donc ça s'assaisonne très facilement. Un petit peu d'huile de chanvre, du sel et du poivre. Maintenant, vous pouvez également avoir une option un tout petit peu plus orientale. Et là, vous mettez un petit peu de sauce huître, la fameuse sauce huître des restaurants chinois que l'on trouve également en petites bouteilles dans le commerce à peu près n'importe où. Alors au niveau du dressage, comment vous pourriez dresser ça? Si vous optez pour la verrine, et je vous donne chaque fois la version qui est la plus complète au niveau du dressage, on trouve dans le commerce, dans le rayon des sushis, des algues vertes japonaises qui sont déjà préparées, qui sont déjà cuites, qui sont déjà assaisonnées. Elles sont très belles, elles ont une très belle couleur vert assez, je dirais, assez flashy. Eh bien, vous mettez donc une petite pincée de ces algues dans le fond de votre verrine. Vous mettez ensuite une cuillerée de tartare de bœuf. Comme j'ai dit à l'huître, pourquoi? Parce que ou bien vous vous contentez de l'assaisonnement tout simplement avec la sauce d'huître, mais vous pourriez très bien ajouter une huître que vous avez donc ouvert vous-même. Bien sûr, vous ne mettez pas le jus, vous mettez l'huître et vous remettez au-dessus une cuillerée de tartare. Et puis alors, vous allez lisser et présenter la petite verrine en mettant des œufs de poisson, du caviar éventuellement, mais ça peut être évidemment des œufs de saumon, des œufs de lompe ou des œufs de hareng que vous allez utiliser pour terminer, pour garnir le dessus de votre verrine. Bon, là, vous avez déjà quelque chose d'un petit peu plus important. Je disais tout à l'heure, idéalement, 2 bouchées. Là, vous en avez facilement 3, bien entendu. Hein. Mais par contre, pour ceux qui aiment bien les contrastes et l'association viande-poisson, c'est quelque chose, évidemment, d'assez original. Alors, si on reste dans le domaine de l'exotisme, vous pouvez très bien utiliser les sauces de base chinoises pour assaisonner votre viande. Il y a également une sauce qu'on trouve très très facilement dans les rayons orientaux des grandes surfaces. C'est la sauce aux haricots noirs et à l'ail. La sauce voisin? Non, la sauce voisin, j'en parlerai après. Okay. La sauce aux haricots noirs et à l'ail, elle est un peu plus salée, elle est un petit peu plus relevée que la sauce voisin, qui elle est beaucoup plus douce. Mm-hmm. Alors, on trouve également des gousses d'ail confites. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est au rayon des légumes préparés, tout près du rayon des olives. Alors, il y a une marque qui exporte à l'international et qui est, je crois, leader mondial dans le domaine. C'est la marque Père Olive. Et la marque Père Olive prépare comme ça toute une série de produits qui sont utilisés pour les mises en bouche, pour les buffets, etc. Et ils ont effectivement des gousses d'ail qui sont déjà prêtes à l'emploi. Alors, ce sont des gousses qui ont été blanchies de manière à perdre le feu de l'ail qu'on connaît habituellement. Et alors, elles ont un aspect confit. Elles sont toujours un tout petit peu croquantes, tout en donnant l'impression de ne pas être crues. Je ne sais pas tout à fait le traitement qu'on leur fait subir, mais je dois reconnaître que c'est assez agréable. Okay. Alors, vous réalisez votre tartare, comme je l'expliquais tout à l'heure. Vous l'assaisonnez avec cette fameuse sauce à l'ail et aux haricots noirs. Attention, c'est une sauce qui est relativement salée, donc il ne faut pas en mettre trop. On peut éventuellement même la diluer avec de la sauce soja de manière à l'adoucir un tout petit peu. Donc vous assaisonnez. Au niveau du dressage maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous mettez votre tartare dans la verrine, vous garnissez avec éventuellement des vermicelles de soja ou des vermicelles de riz qui ont été passés en friture. Et vous mettez toujours une petite herbe de couleur pour donner un petit peu de peps. Maintenant, si vous souhaitez mettre un tout petit peu d'huile
Au niveau de l'assaisonnement, je ne peux vous conseiller que l'huile de sésame grillée, comme ça vous restez vraiment dans le thème oriental. Alors vous aviez parlé de la sauce voisin, mais c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire. Donc de nouveau vos tout petits dés donc de bœuf réalisés au couteau. Vous pouvez mettre un tout petit peu de dés de poivron rouge frais. Si vous ne les consommez pas crus d'habitude, vous pouvez les passer, comme j'ai déjà expliqué, au micro-ondes avec une petite pincée de sel et un petit filet d'huile pour les cuire. Des petits dés de concombre, donc il n'y a pas de problème, ça se trouve facilement même maintenant. La sauce voisin, un petit peu d'huile de sésame. Vous faites un petit lit avec des germes, et puis vous pouvez toujours mettre en garniture éventuellement quelques fils de pâte de riz cuite, donc en friture, ou un petit peu d'herbe ou de germes de poireaux, de germes de betterave rouge, de germes d'asperges en garniture. Ouais. Alors, autre possibilité, un tartare de bœuf chimichurri. Alors, c'est une épice que l'on trouve au rayon des épices exotiques. C'est une épice d'origine argentine. Alors, on peut réaliser la version fraîche, mais ici, je vous conseille la version prête à l'emploi, donc c'est une version lyophilisée. Alors, de nouveau, hein, vous prenez votre tartare de bœuf réalisé au couteau, vous assaisonnez, vous mettez un petit peu d'huile d'olive, vous mettez éventuellement des dés d'aubergine ou des dés de courgettes grillées, et vous pouvez mettre un petit peu de ciboulette au-dessus et un petit peu de coriandre pour terminer la garniture. Alors au niveau des tartares, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire au niveau du tartare de viande, mais j'ai également pensé, pour ceux qui préfèrent cette version-là, des tartares de poisson. Ah, bien sûr. Alors, petite remarque, le poisson, lorsque vous devez réaliser un tartare, voire même un carpaccio, nécessite deux grandes choses. D'abord, des produits qui soient ultra frais. Donc, il faut vraiment être sûr de son produit. D'autre part, il faut travailler sur des planches qui soient bien propres, qui soient bien dégraissées, qui soient bien, je dirais, bien aseptisées, Bien lavé. et travailler avec des gants. Là, je ne peux que vous Pourquoi conseiller, des gants? c'est d'acheter, de travailler avec des gants jetables, donc des gants de type gants de chirurgien. Parce que nous avons sur la main, même quand on a la main propre, des bactéries. Et que le risque d'ensemencer avec des bactéries un produit est beaucoup plus dangereux avec du poisson qu'avec de la viande. Ah oui. Les Donc, poissons sont plus fragiles. ils sont plus fragiles, oui, exactement. Et bon, ce serait malheureux de rendre vos invités malades. Maintenant, vous pouvez évidemment utiliser des gants également lorsque vous hachez la viande. Mais je dirais que le risque est quand même beaucoup plus grand avec le poisson. Alors, une boîte d'une centaine de pièces de gants jetables ne coûte quasiment rien. On en vend dans quasiment toutes les grandes surfaces. Alors, un poisson qui se travaille vraiment très facilement, c'est le saumon à ce niveau-là. Hein. Et le saumon reste encore d'un prix, je dirais, assez abordable. Alors, vous réalisez des mini-dés de saumon cru, vous faites des petits dés de mangue, vous mettez des baies roses séchées ou des baies roses en saumure, et puis vous mettez un tout petit peu de jus d'orange, de jus de mandarine, éventuellement de jus de mangue, de l'huile neutre ou de l'huile d'avocat. Alors, un tout petit lit d'épinards ciselés, donc des jeunes pousses d'épinards crus ciselés, et puis vous garnissez avec quelques pousses, des jeunes pousses. Alors ça, des jeunes pousses, je viens déjà d'en parler, il y en a au moins 4, 5 ou 6 variétés qui sont facilement trouvables. Vous avez bien sûr les jeunes pousses de poireaux, vous avez les jeunes pousses d'asperges, les jeunes pousses de petits pois, les jeunes pousses de betterave rouge, les jeunes pousses de chou rouge. Donc ça donne de la couleur, ça donne un petit peu d'originalité à votre garniture. Oui, alors un truc pour acheter du poisson super frais, pour être certain qu'il est frais, si tu demandes au poissonnier, quand tu l'achètes, tu dis que c'est pas pour préparer aujourd'hui, c'est pour préparer dans 4 jours. Ah oui, mais enfin bon, là je ne sais pas si le poissonnier va vous croire, mais enfin, c'est vrai que on peut toujours lui dire que c'est pas pour utiliser tout de suite. C'est pas pour cuisiner tout de suite, mais tu veux déjà l'acheter déjà maintenant, quoi. Voilà. Ça c'est une idée, évidemment. Alors, comme vous parliez du wasabi tout à l'heure, on peut très bien faire un tartare de saumon au wasabi. Alors, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Et on en avait mangé, Max, si vous vous rappelez, chez une amie commune il y a à peu près une dizaine d'années. Oui. Oui. Alors, comment fait-on? Eh bien, on fait de nouveau ces mini-dés de saumon. À part, on réalise une sauce à base de sauce de soja claire. On ajoute un petit peu de wasabi en pâte. On mélange. Alors, on peut en mettre aussi peu ou autant qu'on veut. La seule chose, c'est que le wasabi est quand même relativement piquant.
Et il faut bien se dire qu'on ne sait pas l'enlever une fois qu'il est mis. C'est la raison pour laquelle je vous fais faire la sauce à part. Un petit filet d'huile de sésame. On ne met pas de sel, on ne met pas de poivre. Pourquoi? Parce que ça pique déjà suffisamment pour le poivre et que c'est déjà suffisamment salé en vertu de la sauce de soja. Vous mettez un petit peu de ces herbes, je dirais, chinoises ou japonaises dans le fond de la verrine. Vous mettez votre mélange de dés de saumon et puis vous arrosez avec cette sauce et vous garnissez avec quelques graines de sésame, blanches ou noires, torréfiées, mais vous pouvez aussi mettre de la moutarde. Quand je dis de la moutarde, c'est la moutarde en grains. Une petite pincée de moutarde en grains, légèrement concassée, ou également de la nigelle. Et vous pouvez toujours garnir avec les fameux filaments de riz frit. Ça peut donner un très très beau résultat au niveau de la présentation. Alors on peut également réaliser du tartare avec de la coquille Saint-Jacques. Alors ici, la coquille Saint-Jacques, moi je vous propose, c'est de faire une version coquille Saint-Jacques vongole au guacamole. Alors les vongoles, on les trouve très facilement en conserve dans de tout petits conditionnements d'une centaine de grammes net. Donc on a vraiment là de quoi réaliser ces mises en bouche sans aucun problème pour une douzaine de personnes et sans devoir acheter des conditionnements infernaux. Alors une noix de Saint-Jacques, considérez que c'est pour 2 couverts. Donc vous achetez également 1 ou 2 avocats. Vous achetez votre sauce guacamole qui est déjà toute préparée dans des bocaux, soit au rayon frais, soit au rayon des conserves. Vous n'avez plus qu'à nettoyer votre avocat, le couper en petits cubes, vous coupez votre Saint-Jacques en petits dés, vous prévoyez éventuellement pour la garniture un petit peu de ciboulette, un petit peu de radis rouge haché, et de nouveau quelques germes, et vous avez comme ça une petite verrine très très jolie, très très présentable et assez originale. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre pour une version un petit peu plus douce? On peut faire des petits dés de pommes vertes ici en l'occurrence, et vous laissez la peau. Vous pouvez également faire des petits dés de concombre et aussi des petits dés de fenouil. Alors, si vous faites des petits dés de fenouil, suggestion que je vous propose, c'est de les cuire un petit peu au micro-ondes avec un petit filet d'eau. Parce que le fenouil cru, c'est moins bon dans ce cas-ci. Il vaut mieux qu'il soit légèrement cuit. Alors, vos dés de Saint-Jacques, vos dés de pommes vertes, un petit peu de jus de citron vert, un petit peu de curry. Vous pouvez même mettre, si vous le souhaitez, un petit filet de crème de coco, éventuellement. Vous faites un petit lit de chicon, donc des chicorées, des endives de Bruxelles, et vous pouvez garnir avec une petite lamelle de pommes vertes citronnées, un petit peu de ciboulette, un petit peu de coco sec. Vous pouvez également mettre quelques brins d'aneth, parce que l'aneth va très très bien également avec le saumon ou la coquille Saint-Jacques, et vous avez de nouveau quelque chose d'assez original. Alors, au rang des tartares, nous avons encore du tartare de bœuf à l'andalouse. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser ça? Bon, les dés de bœuf, bien entendu, du chorizo coupé également en tout petits dés, des dés de poivron rouge cru ou cuit, mais on pourrait mettre éventuellement du poivron vert. Alors, on peut également mettre un émincé d'olive verte ou d'olive noire, bien sûr, sans noyau. Et puis, on fait un assaisonnement avec de l'huile d'olive, de la moutarde. On pourrait mettre également au niveau de la garniture des petits pois juste blanchis. On pourrait mettre également des fèves des marais. On pourrait mettre éventuellement un tout fin émincé de mange-tout qu'on vient juste de blanchir, mais vraiment à peine débouillanté. Et puis, vous mettez des épices à paella, de manière à rappeler un petit peu la cuisine espagnole. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait servir avec ça? Eh bien, une tuile au parmesan. Ça se trouve tout à fait, je dirais, réalisé déjà dans le commerce, mais on peut également les faire soi-même, c'est pas compliqué. En fait, on prend du parmesan moulu, on le met sur un cile-pâte ou sur une plaque graissée, on le passe au four, et alors il va légèrement fondre, il va croustiller, et on a une petite tuile qui se détache assez facilement. Et alors, dans le même ordre d'idée, on pourrait très bien faire un tartare de bœuf à la mexicaine. Là, vous aurez besoin d'épices de la cuisine Tex-Mex. Vous prenez vos dés de bœuf de nouveau, dés de poivron, éventuellement un petit peu de haricots rouges en conserve, un petit peu de grains de maïs. Vous pouvez assaisonner avec un tout petit coulis de tomate ou un peu de ketchup, de l'huile de maïs, des épices Tex-Mex, et puis vous garnissez avec des jeunes oignons, et vous pouvez mettre en accompagnement avec ça un petit morceau de tacos grillé. Donc vous voyez qu'il y a vraiment moyen de faire, disons, des tartares de manière très simple et très conviviale. Évidemment, ce qui serait bien, ce serait de les réaliser tous, hein, avec les produits qui entrent dans la composition, et puis après le résultat final
avec une photo. Mais ça, ce sera pour le bouquin, finalement. Hein. Tu viendras me donner un coup de main, c'est pour ça, parce que je ferai pas ça tout seul. Hein. Oui. Et alors après, tu m'avais dit que tu allais parler du carpaccio. Oui, alors le carpaccio, ce sont en fait de fines tranches qui peuvent être du poisson, de la Saint-Jacques, voire même éventuellement de la viande, donc des lamelles extrêmement fines qu'on va assaisonner. Alors le problème du carpaccio, c'est que contrairement au tartare, il vaut mieux, disons, le finir, le terminer au dernier moment, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, mettre vos lamelles de saumon sur une coupelle, l'assaisonner et puis les laisser au frigo pendant 1 heure ou 2, parce que l'acidité que vous allez mettre va cuire le produit et ce ne sera plus, je dirais, tip-top pour sa consommation. Donc là, vous êtes un petit peu obligé. Bon, couper la viande et couper éventuellement le produit à l'avance, pas de problème, mais l'assaisonner, là, il vaut mieux le faire au dernier moment. Alors, je vous propose ici, par exemple, un carpaccio de saumon au vinaigre à la mangue. Vous disposez sur votre petite coupelle une fine tranche de saumon, bien sûr sans peau ni arête, ça va de soi. Vous allez prendre un pinceau, vous allez tremper le pinceau donc dans du vinaigre à la mangue. Vous mettrez un petit peu d'huile d'avocat également, ou une huile neutre, pas de problème. Une petite pincée de curry vert ou de curry rouge en poudre. Et puis après, vous pouvez garnir avec quelques fils donc d'épinards par exemple, frais ciselés finement, ou éventuellement quelques fils de pâte de riz frites qui ont toujours un certain succès au niveau de la présentation, parce qu'en fait, les gens ne savent pas trop ce que c'est, ils se demandent ce que c'est. Alors, vous pouvez utiliser de la coquille Saint-Jacques. Alors, le grand classique, c'est la coquille Saint-Jacques avec un petit peu de jus de citron vert, avec une huile citronnée. Alors, vous mettez sur chaque coupelle de présentation 2 grains de poivre vert et 2 grains donc de baie rose qui ne sont pas vraiment du poivre, et puis un seul grain de poivre du Szechuan et 2 ou 3 lanières de citron vert par exemple. Alors pourquoi est-ce que j'insiste pour ne pas mettre davantage de grains de poivre? Parce que si vous en mettez davantage, ce sera immangeable. N'oubliez pas qu'on va pouvoir mettre cette bouchée de Saint-Jacques éventuellement en une seule fois, voire en 2 fois en bouche. Si vous mettez plus de poivre, ce sera trop. À la limite, si vous êtes sensible au piquant, vous mettez un seul grain de chaque et ce sera suffisant. Alors, on peut également réaliser du carpaccio de poisson avec un autre poisson qui est la sole et le filet de sole. Donc, de nouveau, bien sûr, ultra frais. Alors, jus de citron jaune, par exemple, dans ce cas-ci, une huile neutre, et puis vous mettez éventuellement un petit peu de coulis de tomate cuisiné, donc déjà tout fait. Ça peut être éventuellement la fondue de tomate à la portugaise froide, un petit peu de ciboulette, et alors cette fameuse épice argentine dont je vous ai parlé tout à l'heure, le muchimuri, qui peut très bien être utilisé. Et puis, il y a également les carpaccio de viande. Alors moi, pour avoir plus facile, je ne vous conseille pas de travailler avec de la viande crue, mais bien avec du filet d'Anvers. Ah. Alors, le filet d'Anvers, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est une tranche coupée dans une pièce de cheval ou de bœuf salée et fumée. Alors, celle qu'on trouve dans le commerce le plus souvent, maintenant, c'est du bœuf, évidemment. Ce n'est plus du cheval. Alors, nous avons eu l'occasion de manger un jour un menu, si vous vous rappelez, Marc, où l'entrée était constituée, l'entrée froide, de ce carpaccio de filet d'Anvers. Ici, je vous le propose en version dégustation. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une petite lanière de courgettes ou d'aubergines frites. On peut mettre un petit peu de tomates confites. On peut mettre un petit copeau de parmesan. Et on peut mettre éventuellement 1 ou 2 gouttes de vinaigre balsamique, en prenant du vinaigre balsamique de qualité. Et là, vous avez comme ça 4 ou 5 versions possibles dans vos carpaccio, à ne pas mettre, bien sûr, si vous faites déjà un tartare, puisque vous risqueriez d'avoir une répétition. Alors, si vous souhaitez mettre les deux, vous faites par exemple un tartare de poisson et le carpaccio de viande, ou bien vous faites l'inverse, de manière à ne pas avoir une répétition dans vos produits. Dis-moi une question, comment... Bon, déjà, le filet d'Anvers, c'est super bon, mais on trouve ça qu'en Belgique. Alors, on trouve ça en Belgique maintenant. Si vous allez dans une grande surface, on va vous donner, il existe des versions du filet d'Anvers dans quasiment toutes les cuisines. Je sais que ça existe aux États-Unis, du bœuf froid comme ça. Ça existe également en France. Ça existe en Italie, mais ça porte d'autres noms tout simplement. Mais ça existe. C'est un peu comme la viande des grisons? Oui, mais seulement ce n'est pas sec. La viande des grisons, elle est sèche.
Ok. Autre chose pour si je veux couper du bœuf ou du saumon en très 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 fines lamelles, en tranches, comment tu me conseilles de m'y prendre? Ah, d'abord, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un filet de sol. Donc, c'est Ah, un couteau avec une lame très très fine et qui est généralement très très affûté. et qui est flexible. Vous mettez votre pièce de viande éventuellement au congélateur, c'est souvent ce qu'on dit, surtout quand on doit les trancher avec une trancheuse électrique. Donc, le fait qu'elle soit un petit peu plus dure va permettre de couper des tranches plus fines. Ok. Donc, si vous mettez votre petite, bon, généralement, on va travailler à partir d'un steak ou d'un rump steak, hein, pour la préparation individuelle comme ceci. Donc, vous mettez votre pièce au congélateur et puis vous la tranchez très très finement sans aucun problème. Avec un couteau à filet. Avec le couteau filet de sol. Maintenant, ça c'est pour le bœuf. En ce qui concerne le saumon ou la coquille Saint-Jacques, là, je ne vous conseille pas de mettre au congélateur parce que vous arriverez à couper très finement sans avoir besoin de mettre au congélateur. Ok. Super. Donc ça, c'est tout pour les carpaccio? Alors, c'est tout pour les carpaccio. Je cherche mes autres Et les carpaccio, tu les sers dans une coupelle ou dans un... sur une petite coupelle, oui. Voilà, une mini assiette. Sinon, quelque chose que j'ai vu apparaître aussi, c'est cette espèce de coupelle en papier mangeable. C'est un peu comme du papier à hostie, comme ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, la suite, ce serait les canapés et les toasts. Canapés qui n'ont rien à voir avec les sofas. Non. Pourquoi on appelle ça canapé, d'ailleurs? Ben parce que c'est, à mon avis, c'est allongé, c'est étendu. Et quand on se met sur un canapé, on peut aussi s'allonger. Rien que ça. Rien que ça. Voilà. Allez, je viens de l'inventer, hein. Bon. Alors, les toasts et les canapés. Alors, le canapé, en fait, ce qui distingue le toast du canapé, c'est que le canapé, c'est plus grand et ce n'est pas automatiquement du pain grillé, tandis que le toast, c'est en principe du pain grillé et c'est plus petit. Oui, donc le canapé sur du pain frais, en effet. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne les toasts ou les canapés. Donc, ce qui est parfois une option, c'est de faire griller 2 tranches de pain de mie en même temps, mais vous les accolez l'une à l'autre, de sorte qu'au final, elles ne seront grillées que d'un seul côté. Ah oui, ça c'est une option. Alors, ne pas oublier, si vous garnissez, normalement, on va devoir garnir sur le côté qui n'est pas grillé, hein. Or, le problème, c'est qu'on met souvent des aliments qui sont humides, et alors on a le canapé ou le toast qui vont se ramollir, ce n'est pas intéressant. Oui, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit empêcher le ramollissement. Comment fait-on? On tartine avec du beurre mou, oui. Et le beurre, en tant que corps gras, va empêcher le liquide de passer. Donc du vrai beurre ou de la margarine? Ah, on peut prendre les deux, hein. Oui. Du moment que c'est une matière grasse qui soit ramollie, on peut même prendre une matière grasse frigo-tartinable, hein. Ça existe en version beurre et ça existe en version margarine, hein. Oui, non, j'ai vu mes parents utiliser ce truc. Mais oui, il faut bien attendre que le toast est refroidi parce que sinon le beurre oui. il va ramollir le toast. Il faut que ce soit refroidi, sinon ça fond et ça file dans le fond. Ça file de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. Ou bien vous travaillez avec des toasts du commerce. Moi, ici, je ne le conseille pas parce que je conseille, c'est de prendre du pain de mie, hein. Alors, il existe même du pain de mie qui est déjà écrouté. Comme ça, vous ne devez pas l'écrouter vous-même. Vous le grillez. Alors, bien sûr, il faut avoir un grill ou un toaster qui soit suffisamment large que pour mettre 2 tranches à la fois, mais ça existe. Sinon, vous passez, je dirais, sous le grill de votre four, mais vous ne passez qu'un seul côté. Alors, vous beurrez le côté mou, hein, et puis vous pouvez mettre vos garnitures. Alors, quelque chose qui est très facile et qui ne vous demande pas de grande préparation, mais c'est d'acheter ce qu'on appelle de la hure. Alors, ça peut être de la hure, ça peut être ce qu'on appelle en Belgique de la tête pressée. On trouve également ça en France sous le nom de fromage de tête, mais ça peut être également du jambon persillé comme en Bourgogne. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, hein. Alors, vous mettez donc d'abord votre beurre, vous mettez votre tranche de hure, vous décorez avec un petit filet de moutarde que vous mettez au cornet, et puis après vous mettez, après avoir coupé vos toasts ou vos canapés à la dimension souhaitée, vous mettez une petite pointe de ciboulette, vous mettez un petit peu de cornichon en éventail, vous pouvez également mettre un petit peu d'échalotes au vinaigre, d'oignons au vinaigre émincés. Au niveau des oignons et des échalotes, on en trouve maintenant dans les magasins sous 4 ou 5 formes différentes. On en trouve des blancs, on en trouve des jaunes, on en trouve colorés en rouge à l'ancienne, on en trouve légèrement caramélisés. Donc là, vraiment, vous n'avez aucun problème. Et de nouveau, au niveau de la garniture, vous pouvez encore ajouter éventuellement ces fameuses petites herbes d'origine japonaise qu'on appelle du shizo. Mais encore. Alors, mais encore. Bon, il y a le grand classique.
si vous ne mettez pas de foie gras dans votre menu et que vous n'avez rien contre le foie gras, vous pouvez l'utiliser maintenant, foie gras d'oie, foie gras de canard. Alors là, cette fois-là, vous faites vous faites griller donc de la brioche, que ce soit une brioche, je dirais nature, ou que ce soit une brioche au raisin qu'on appelle du cramique en Belgique, mais vous pouvez également utiliser du pain d'épices. Hein? Oh non, j'aime pas le pain d'épices. Je trouve que mais non, ça c'est une question de goût. Ça Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui le goût du foie gras, justement. Donc tu goûtes que ça fait comme des pains d'épices gras. Alors, il y a deux options pour le foie gras. Soit vous n'avez pas peur des associations un petit peu originales, soit vous préférez le foie gras, je dirais, traditionnel. À ce moment-là, si vous préférez le foie gras traditionnel, le mieux c'est de prendre un vrai bon pain de campagne que vous faites simplement toaster, vous mettez votre foie gras dessus et vous ne mettez rien d'autre à part éventuellement une petite pointe de fleur de sel. Oui. Ça, c'est la meilleure méthode pour le déguster si on veut vraiment profiter du foie gras, je dirais, pour le foie gras. Si maintenant vous n'avez pas peur, disons, des associations un petit peu originales, à ce moment-là, vous n'achetez pas ce que j'appellerais du vrai foie gras. Vous achetez une terrine où il y a des morceaux, mais également de la mousse, de la purée de foie gras en même temps. Ça coûte un petit peu moins cher que le véritable foie gras, où il n'y a que du lobe de foie gras. À ce moment-là, donc, vous pouvez utiliser, comme je viens de le dire, de la brioche que vous avez fait griller. Et puis alors, vous mettez, parce que là, vraiment, tout est possible avec le foie gras, vous mettez un petit confit de fruits rouges, vous mettez un petit confit, une gelée de Porto, une gelée de Sauterne, vous mettez un petit confit de pomme, un petit confit de poire sauté, vous mettez une petite pincée de cardamome. Vraiment, là, au niveau du foie gras, il n'y a vraiment aucun problème pour mettre des choses un petit peu originales. J'ai déjà vu du foie gras avec de la betterave rouge, du foie gras avec du gruet. Donc le gruet, ce sont ces cabosses de cacao torréfiées et concassées. Vous n'avez vraiment quasiment aucune limite à l'imagination, tant que ce sont des choses qui restent de bon goût. Le meilleur toast au foie gras que tu m'as fait déguster, c'était avec justement un foie gras de haute qualité. C'était sur des petits pains ronds toastés, des pains au lait, donc cette espèce de brioche toastée. Et c'était avec un morceau de figue séchée. Ah, il y a ça aussi, et évidemment. Le tout arrosé par un Porto Late Bottled, donc un vieux Porto. Ça, je pense que c'était pour ton anniversaire sur les ruines du château de Montmédy. De Montmédy, voilà. Ça, c'est quand on pique-nique ensemble, c'est ça qu'on se fait. Et alors, évidemment, tout le public, c'était en plein été, c'était au mois de juillet. Oui, les gens regardaient comme ça. Nous a vu débarquer avec un autre ami commun et son ami. Nous a vu débarquer là-bas sur une des tours du château. Alors, sortir nos verres ballons, hein. Oui, mais il faut savoir que quand... Sortir le foie gras, sortir le Porto, c'était du 20 ou du 30 ans d'âge, hein, je crois. Non, c'était du 30 ans. Tu m'avais offert cette Porto Calais. C'était l'année de ta naissance. C'était de l'année de ma naissance pour mes 30 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et ça m'est pas toujours parce que Guy, quand il va pique-niquer, il prend pas juste un panier avec des sandwichs et une couverture. Non, non, non. Monsieur prend les verres ballons, il prend le vin millésimé, il prend les toasts au foie gras, il prend tout ça et on se balade avec une cantine. Mais une fois qu'on trouve un bel endroit avec une belle on avait une belle vue là. On avait une belle vue. On a un temps magnifique. C'est quelque chose vraiment. Voilà, on regrette pas quoi. Il fait pas les choses à moitié. Et si mes souvenirs sont bons, le Porto c'était un de mes préférés. Oui, le Calem. C'est un Porto de la marque Calem. Oui. Et le Calem pour moi c'est un Porto qui est vraiment. Là je fais un petit peu de publicité, bien que je n'ai pas du tout d'action chez Calem, mais je dirais que chez Calem le Porto le Porto basique est déjà comme le très très bon moyen de gamme dans toute une série d'autres marques. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend un Porto qui est millésimé, là on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. On le boit à la cuillère à café tellement il a du goût, tellement il est extraordinaire. Alors évidemment, avoir en bouche en même temps du foie gras sur un toast, une cuillerée de Porto Calem et en même temps un tout petit peu de confit de figue, c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Voilà, vous avez de nouveau aussi une idée. Vous pouvez très bien mettre, un toast au foie gras avec un petit peu de confit de figue. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Ou simplement un morceau de figue séché. Ou bien éventuellement simplement un morceau de figue séché. Tout à fait. Et ça s'associe super bien. Ben voilà. Alors nous allons rester dans le domaine du foie gras. Ouais, on peut prendre du foie gras d'oie. Alors la différence entre le foie gras d'oie et le foie gras de canard. Bon, le foie gras d'oie au départ est beaucoup plus gros
que le foie gras de canard. Il est généralement plus coûteux. Et alors, il est un tout petit peu plus amer. Il est un petit peu moins doux que le foie gras de canard. Mais bon, il a ses aficionados. Il y en a certains qui préfèrent l'un, l'autre qui préfère l'autre. Et il n'y a vraiment pas de problème, hein. Qu'est-ce qui pourrait marcher avec du foie gras d'oie? Comme il est un tout petit peu plus amer, eh bien, un petit confit de raisin frais et sec. Plus des fruits secs concassés. Alors, comment fait-on comme ça, là, va-vite, un petit confit de raisins frais et secs? Ben, vous prenez des raisins frais, vous pouvez prendre des raisins blancs, des raisins rosés, des raisins rouges. Vous les coupez en deux, vous enlevez les pépins. Vous les mettez donc à cuire avec un petit peu de raisin sec. De nouveau, vous n'êtes pas tenu à ne mettre qu'un seul grain de raisin, donc du style du blanc ou du noir. Vous pouvez mettre les deux. Et puis, vous faites réduire de manière à avoir quelque chose de sirupeux. Alors, le raisin est déjà suffisamment chargé en sucre, mais si vous voulez, vous pouvez très bien mettre une cuillerée de miel, par exemple. Alors, vous allez avoir donc ce confit de raisin, à la fois frais et sec. Vous laissez refroidir, et puis vous garnissez votre toast en déposant sur le foie gras d'un côté du toast une toute petite demi-cuillère à café de ce confit, et vous parsemez éventuellement avec quelques fruits secs concassés, du style noix, noisette concassée, éventuellement pignon de pain grillé, légèrement concassé. Alors, un autre grand classique du foie gras, c'est le foie gras et la pâte de truffe. Donc vous achetez à ce moment-là votre foie gras nature, vous le mettez sur votre tranche de pain grillé, et puis vous faites avec un pinceau par exemple, hein, vous passez dans votre pot de pâte de truffe et vous donnez comme ça un petit coup de pinceau avec de la pâte de truffe, et ce sera donc, disons, quelque chose d'original également. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore mettre avec le foie gras? On peut encore mettre un confit de framboise. On peut même mettre un confit de framboise dans lequel on a mis 1 ou 2 gouttes d'essence de rose ou de violette. Alors, je sais que ça va faire hurler les puristes, mais ce sont des résultats qui marchent très 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 bien avec le foie gras. Maintenant, évidemment, si on aime le foie gras nature, mais je ne saurais que conseiller de le manger nature avec une petite pincée de fleur de sel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui marche également très bien avec le foie gras, ce sont les dés de pommes et les dés de poire sautés. Alors, vous faites sauter dans un peu de beurre des dés de pommes, vous mettrez un petit peu de cannelle, bien sûr, vous le mettrez sur le foie gras une fois que ces dés de pommes seront refroidis. Vous pouvez le faire avec des dés de poire, et là, pour moi, l'épice reine qui va avec les dés de poire, c'est la cardamome verte moulue. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la vanille, mais bien sûr, la cardamome moulue apporte quelque chose, apporte un plus, et c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas très souvent, et vos invités vont se demander ce que c'est. Ce qui permet d'entretenir la conversation. Ce qui permet d'entretenir la conversation. Alors, bien entendu, au niveau des toasts et des canapés, vous avez tous les pâtés possibles et imaginables, mais là, je ne vais pas vous en faire la liste. Il suffit que vous passiez au rayon de votre charcuterie préférée, et vous aurez tous les pâtés de faisan, de lièvre, de canard, de sanglier, de biche, de cerf, de daim, de renne, j'en passe et des meilleurs, bien entendu. Oui, en effet. Alors, nous avons encore 2 types de mise en bouche froide à voir, et j'aimerais bien vous faire, vous donner quelques idées pour tout ce qui est mousse. Alors, les mousses, vous allez les trouver, évidemment, disons, toutes prêtes au rayon de votre traiteur favori, mais vous pouvez également les réaliser vous-même. La seule condition, c'est de disposer d'un petit cutter avec des lames horizontales. Si vous n'avez pas de cutter à lame horizontale, je ne vous conseille même pas d'essayer. Par un autre moyen, vous n'y arriverez pas facilement. Donc les cutters à lame horizontale, souvent ce sont des cutters qui sont des réductions des cutters professionnels. On en trouve pour faire des pâtes à pain, pour moudre des épices, pour réaliser des gâteaux, et bien entendu pour hacher des viandes et pour faire des mousses. Alors, quelle est la grande règle pour ce qui est des mousses? Alors, il y a une question de proportion. Je pense que je vais déjà aborder le sujet. Il faut travailler en septième. Alors, vous avez 3 parts qui représentent le produit déterminant. Le produit déterminant, c'est donc, par exemple, du saumon, si vous faites une mousse de saumon. Vous avez 2 parts qui sont représentées par du beurre fin, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Belgique du beurre non salé. Et puis, vous avez 2 parts qui est un velouté ou une béchamel, qui essaye de se rapprocher du produit que vous allez utiliser. Alors, je vais vous donner des exemples, bien entendu. Alors, la technique générale, comment fait-on? On va d'abord hacher finement le produit qui va servir de base. Ensuite, on va ajouter le beurre fin qui sera, bien entendu,
tempéré. Et puis on va terminer par la béchamel ou le velouté que vous aurez réalisé à l'avance et qui sera lui-même également tempéré de manière à pouvoir former une crème assez lisse. Et vous faites, vous faites fonctionner votre cutter le temps que les 3 ingrédients soient intimement amalgamés. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez, et là je vais vous donner les proportions. Imaginons que vous vouliez faire une mousse de foie de volaille au Porto. Alors comment vous allez vous y prendre? Vous allez par exemple acheter l'équivalent de 200 grammes de foie de volaille. Vous allez bien sûr les vérifier, les dénerver si c'est nécessaire, enlever les taches de fiel si vous en remarquez, et puis vous allez les faire sauter très rapidement dans une petite cuillère à potage d'huile d'olive. Vous allez prendre une échalote, l'équivalent d'une 40aine de grammes, vous allez la ciseler finement, et vous allez la mettre après cuire, comme je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, au micro-ondes dans un récipient couvert. À la fin de la cuisson des foies de volaille, attention, il ne faut pas les surcuire, hein. Il faut quand même qu'ils restent encore moelleux. Vous allez ajouter vos échalotes ciselées qui ont été pré-cuites. Vous allez déglacer, donc c'est-à-dire que vous allez ajouter l'équivalent d'une cuillerée de cognac et d'une cuillerée de Porto. Vous aurez réalisé une béchamel. Alors une béchamel, je n'explique plus ce que c'est du lait qui a été lié avec du roux. Dans ce cas-ci, vous devez lier à peu près à raison de 125 grammes de roux au litre. Bien entendu, il ne vous en faut que 2 parts, hein, donc il vous en faudra pas énormément, c'est un petit calcul à faire. Et vous allez mettre éventuellement dans votre béchamel un petit peu de cubes de volaille que vous allez donc réduire en poudre avec vos doigts, donc de manière à donner déjà un goût volaille. Alors, vous allez réaliser votre mousse comment? Vous allez donc hacher finement d'abord vos foie gras avec les échalotes qui ont été cuites. Vous allez peser le poids qui vous reste et vous allez prendre les 2/3 de ce poids en beurre et les 2/3 de ce poids en béchamel aromatisé au fond de volaille. Vous allez mixer le tout ensemble et vous avez normalement à la fin une mousse bien lisse et bien homogène. Si vous avez respecté scrupuleusement ce que je viens d'expliquer, ce sera en tout cas le cas. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser? On peut soit la mettre sur des toasts ou sur des canapés grillés, de pain grillé, soit au couteau, mais le mieux c'est encore, bien entendu, de les mettre dans une poche à dresser et de faire une jolie rosace. Vous pouvez garnir ça avec des raisins frais, des raisins secs, des érelles, des raisins macérés éventuellement dans du Porto, un petit grappillon de groseille rouge fraîche. Donc là, vous avez évidemment l'embarras du choix. Ok. Alors, ce que je peux éventuellement faire, c'est vous mettre le détail de la recette par écrit pour cette mousse-là en tout cas, de manière à ce que vous ayez, je dirais, un processus complet de la marche à suivre, parce que l'explication que je donne ici, c'est malgré tout un petit peu, je dirais, un fil conducteur. Hein. Donc si je vous donne... Tu l'as déjà faite par écrite? Elle n'est pas en tout cas par écrite, elle est par écrite au niveau manuscrit, mais pas par écrit au niveau ordinateur, mais ça... On va le rajouter dès que ce sera disponible. Quand ce sera disponible. Donc ça se peut que ce soit après que cet épisode soit publié. Donc revenez vérifier. Mais je vais le faire très rapidement. Je vais le faire très rapidement. Et puis si vous êtes sur la liste email, vous recevrez un mail quand ce sera disponible. Voilà. Oui, si vous voulez savoir quand ce sera disponible, venez vous inscrire sur notre liste email. À la fin de chaque article sur notre page, chaque page de notre site internet, en bas, il y a une box pour aller s'inscrire. Voilà. Alors, il suffit d'aller cliquer sur le lien, la première page, sur la page d'accueil. Alors, je vais vous expliquer donc comment on fait pour faire une mousse au foie de volaille. Vous pouvez également faire une mousse au jambon cuit. Alors, on dit jambon cuit, en réalité, on va prendre 3/4 de jambon cuit et 1/4 de jambon fumé. Pourquoi? Parce que le jambon fumé va donner un petit peu de goût que le jambon cuit n'aurait pas. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous prenez donc 3 portions de jambon dans laquelle il y aura 1/4 de jambon fumé. Vous allez mixer finement. Vous allez ajouter 2 portions de beurre. Vous allez ajouter 2 portions de béchamel. Vous rectifiez l'assaisonnement et vous avez votre mousse de jambon qui est prête à être utilisée. Alors, au niveau du dressage, ce n'est évidemment pas compliqué. Tranche de petites peu de pain grillé, toast coupé en rond éventuellement, un petit peu de ciboulette, un petit peu de cornichon, un petit peu d'oignon, c'est tout ce qu'il lui faut. Alors une mousse de poivron rouge, même chose. Vous faites cuire vos poivrons avec un rien d'huile et une pincée de sel au micro-ondes.
Une fois qu'ils sont cuits, vous les laissez évidemment refroidir. De nouveau, de la béchamel, de nouveau du beurre. Vous assaisonnez, vous rectifiez l'assaisonnement. Garniture, on peut mettre de l'olive verte, on peut mettre de l'olive noire, on peut mettre de la tomate séchée, on peut mettre des copons de jambon sec, on peut mettre une fine tranche de chorizo. Donc, tout ce qui pourrait rappeler éventuellement l'accompagnement traditionnel du poivron. Alors, vous pouvez également réaliser une mousse à la banane. Alors, une mousse à la banane salée, même processus. La seule différence, c'est que vous n'allez pas précuire la banane. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez garnir avec la mousse à la banane? Moi, j'étais assez étonné, favorablement étonné. C'est l'association banane-anchois. Alors, vous dressez une rosace de mousse à la banane sur votre toast. Vous ajoutez une petite tranche de banane fraîche que vous allez passer à l'huile d'anchois. Donc, c'est l'huile des anchois qui sont dans la boîte. Et puis, vous disposez au-dessus un anchois roulé avec une capre au milieu. Il faut aimer naturellement. Il faut aimer. Mais je dois reconnaître que moi, j'étais réticent à voir l'association. Et je dirais, une fois que je l'ai mis en bouche, j'ai dit, mais c'est génial. Ah oui. C'est génial parce que vous avez la banane qui est très douce et qui va contrebalancer le côté relativement salé de l'anchois. Mais c'est assez original. Alors, selon le même principe, vous pouvez également réaliser une mousse de crevettes. Alors, pour la mousse de crevettes, je dis crevettes, ça peut être du crabe, du homard, de la langouste. Maintenant, il est évident que c'est la crevette qui va coûter le moins cher. Soit vous mettez de la béchamel bisquée, soit vous mettez carrément de la bisque de homard en boîte. Alors, la bisque de homard non diluée, bien entendu. Hein. Vous réalisez votre mousse. Alors, garniture. Bon, ben, on peut mettre une ou deux crevettes grises, par exemple, au-dessus. Un petit peu de cerfeuil, un petit peu de persil, un petit peu de dill ou d'aneth, c'est la même chose. Et vous avez votre canapé à la mousse de crevettes. Alors, on peut également réaliser une mousse de saumon ou une mousse de saumon fumé. Soit qu'on fait l'un, soit qu'on fait l'autre. Attention, si vous faites une mousse de saumon fumé, attention au sel, parce que c'est généralement assez salé. Mais vous pouvez également mélanger les deux, soit moitié-moitié, soit un tiers, deux tiers. Alors, au niveau de la garniture, ben, ce qui marche très bien, c'est le fenouil, évidemment. Donc, quelques graines de fenouil, du dill. Éventuellement, c'est un petit peu original, une érelle pochée, ça marche très bien également. Et éventuellement, un morceau de saumon fumé. Donc, vous avez ici donc toute une série de recettes de mousse. Et je vais me proposer de vous rédiger donc le traitement pour la mousse à partir de la mousse de foie de volaille. Comme ça, vous aurez le traitement tout à fait complet. Pour ceux que ça intéresse, effectivement. Pour ceux que ça intéresse. Alors, on peut également réaliser, je vous parlais donc des mousses de foie de volaille, mais vous pouvez très bien également réaliser une mousse de foie gras selon le même principe. Une mousse de caille selon le même principe. Là, vous faites rôtir vos cailles et puis vous déglacerez avec du vin de muscat. Et au niveau des garnitures, vous mettrez des raisins secs et des raisins frais. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. On peut quasiment tout imaginer. Il nous reste maintenant un dernier point à voir. Ce sont les graines et les céréales. Ah. Alors, les graines et les céréales, là, c'est plutôt pour les personnes qui ne peuvent pas consommer ou qui ne souhaitent pas consommer des produits d'origine animale. Alors, finalement, graines et céréales, vous devez un petit peu penser à ce que vous pourriez faire lorsque vous réalisez du boulgour, du taboulé ou bien du quinoa froid. Alors, bon, non seulement vous trouverez toute une série de recettes sur Internet, néanmoins, je vous explique le grand principe. Alors, quand on utilise du boulgour, du couscous ou du taboulé, bien souvent, on prend des produits qui sont pré-cuits. Il faut toujours vérifier. Il y a des produits traditionnels qui doivent réellement être cuits, comme le couscous par exemple, il y en a des versions qui doivent être cuits, mais on trouve quand même de plus en plus maintenant des variétés qui sont pré-cuites, donc il suffit simplement de les mouiller d'un certain volume d'eau bouillante légèrement salée, et puis simplement de laisser refroidir. Alors, mon préféré, c'est évidemment le boulgour. Alors, différence entre le couscous et le boulgour, c'est que le couscous, ce sont des tout petits grains qui sont réalisés à partir de farine de blé dur. Il existe bien sûr des granulométries différentes. Tandis que le boulgour, c'est réellement le grain de blé qui a été concassé et qui a été ensuite criblé au travers d'un sas avec des mailles différentes. Donc, vous allez réaliser donc d'abord votre céréale en la cuisant ou en simplement la réhydratant comme il est prévu sur le paquet. Alors, vous pouvez d'abord faire une variété de boulgour aux fruits secs. Mais je dis boulgour, ça pourrait être le taboulé, ça pourrait être le quinoa évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous pouvez mettre des dés de dattes.
bien sûr des dattes séchées, des dés d'abricots secs, des raisins secs. Vous avez 3 catégories de raisins secs. Vous avez les blancs, vous avez des blonds et vous avez les bruns. Vous pouvez mettre des baies de goji. Vous pouvez mettre des graines de grenade, fraîches par contre. Vous pouvez mettre des zestes d'agrumes. Vous pouvez mettre un petit peu de menthe. Vous pouvez mettre comme vinaigre et comme huile, une huile d'agrumes et puis après un vinaigre de grenade. Donc vous voyez, vous réalisez comme ça un petit mélange qui vous suffira de mettre dans des verrines et vous avez quelque chose d'original. Vous pouvez également faire votre boulgour de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec de la menthe, du persil plat, des dés de tomates mondées, j'ai déjà expliqué comment on faisait, des épices orientales et quelques raisins secs. À ce moment-là, vous faites votre assaisonnement avec un petit peu d'huile d'olive et avec du vinaigre de vin. Vous pouvez également réaliser vos céréales un petit peu façon riz cantonais. Alors vous allez me dire, dans le riz cantonais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a normalement de la viande, il y a des dés de jambon. Évidemment, nous avons notre substitut à la viande et aux dés de jambon. Je vous en ai parlé donc déjà dans le passé. Alors, comme vous pouvez remplacer vos dés de jambon pour les personnes qui ne mangent pas de viande d'origine, donc de produits d'origine animale, vous pouvez très bien utiliser des tout petits dés de corne. Alors, éventuellement des lanières d'œufs pour ceux qui peuvent manger des œufs. Vous battez un œuf, vous l'assaisonnez de sel et de poivre, vous prenez une poêle incollable, vous mettez un rien de matière grasse dans le fond de la poêle et puis vous faites couler l'œuf dans la poêle de manière à former une couche de 1 ou 2 millimètres. Ça va cuire très rapidement. C'est une omelette un peu façon omelette japonaise finalement. Vous la décollez puis vous la taillez en toute fine lanière. Alors garniture, des petits pois, de l'huile de sésame bien entendu, du vinaigre de riz et vous avez de nouveau une céréale, je dirais, qui n'est pas le riz au départ, mais qui est donc éventuellement du couscous, du boulgour, du taboulé ou du quinoa. Et vous pouvez laisser aller votre imagination. Ici, je vous donne 3 exemples, mais évidemment, il y en a bien davantage. Il suffit d'aller voir un petit peu sur Internet des boulgours et des associations de quinoa et de couscous original. On en trouve des dizaines. Ok. Voilà, comme ça, on a brossé un petit peu le portrait de toutes les mises en bouche froide qu'on peut réaliser sans trop de contraintes. Évidemment, je vous ai donné beaucoup d'exemples dans chacune des catégories. Mais rappelez-vous, il vous en faut une seule. T'as été bien dans les détails cette fois-ci. Je sais pas si j'ai été dans les détails. Disons que j'avais quand même préparé tout ça à l'avance. Voilà, toi tu veux toujours couvrir tout et être sûr de n'avoir rien laissé derrière. Ça dit qu'il faut que les gens, puissent le réaliser éventuellement après. Oui, en tout cas, j'espère que ça vous a bien inspiré, que ça vous donnera des bonnes idées pour votre prochain menu festif, ou en tout cas votre prochaine réception zakouski canapé. Voilà. Est-ce que tu vas encore faire les zakouski chauds? Je sais pas, c'est à toi de me dire. Normalement, avec ceci, les gens ont suffisamment. Mais je crois que là, les gens ont assez mangé. Et ça va être de la gourmandise. On peut très bien faire les shows pour une prochaine émission et on pourra toujours rappeler aux gens quand ils en auront besoin qu'ils peuvent retourner à tel ou tel épisode. Exactement. On peut garder les shows pour l'an prochain. La prochaine période des fêtes, si on est encore là l'an prochain, on va recommencer à parler de ces bonnes choses qu'on peut manger pour les fêtes et les réveillons et avant et après surtout. Si vous voulez qu'on soit là l'an prochain, il va falloir que vous nous montrez un peu plus de soutien. J'en profite de cette dernière émission de l'année, ce dernier épisode. Déjà pour vous souhaiter joyeux Noël, bonne année, comme on souhaite de manière... une bonne année gastronomique et une bonne santé alimentaire. Comme on dit en Belgique, bonne année, un année que porte-monnaie. Mais moi je dirais, surtout, faites-vous plaisir. On ne vit qu'une fois. Après tout. Alors, si vous voulez qu'on soit toujours là, il faudra montrer le soutien. Donc là, allez nous mettre 5 étoiles sur Facebook. La page Facebook, c'est le plus simple. Ça vous prend 2 minutes, même pas. 2 minutes de votre temps. Vous allez sur notre page Facebook, il y a déjà 4 personnes qui nous ont mis 5 étoiles. On n'a eu que 4 évaluations sur la page de Parler Cuisine, le podcast de la cuisine. Vous envoyez un petit message. Des bons vœux. Ça vaut la peine. Il y a des gens qui cliquent sur like. Oui, c'est bien, mais merci. Mais bon, on voit que vous êtes là. C'est gentil. Mais moi, quand j'aime quelqu'un, je lui dis merci. Bonjour. Enfin, c'est comme ça chez nous. Comment ça va? Voilà.
Super, c'était chouette. D'ailleurs, tes conseils, je les ai appliqués. Regarde ce que ça a fait. Vous avez appliqué une chose que vous avez entendue pendant cette série d'épisodes. Envoyez-nous une photo. Faites une photo avec votre téléphone. Vous envoyez, question@parlercuisine.com. C'est notre email. Il est ouvert pour tous. Je le vérifie quasiment tous les jours. Mais c'est un peu désespérant de voir que la boîte est restée assez vide en cette fin d'année. Sinon, vous pouvez nous payer un verre. On a un petit lien PayPal directement. Vous choisissez le montant que vous voulez et ça va aller pour notre prochain apéro. Moi et Guy, à votre santé. Ou alors vous pouvez devenir coproducteur du podcast Parler Cuisine. Il suffit d'aller sur Tipeee, tipeee.com/parler-cuisine-podcast. Sinon, j'ai mis le lien sur la page Facebook, j'ai mis le lien sur le site internet, j'ai mis le lien partout, vous ne savez pas le manquer. Vous pouvez commencer à contribuer et soutenir ce podcast à partir de 1 euro par mois. On a décidé de le prendre par mois et pas par épisode comme beaucoup d'autres podcasts le font. La vie est assez difficile. L'objectif, l'idéal, ce serait d'arriver à 60 euros par mois parce que ça nous permet de couvrir tous les frais d'hébergement. Et si je dois en plus compter le montage et tous les petits frais annexes qu'on a, ce podcast, il nous coûte des sous, quoi. En plus de nous coûter notre temps. Parce que pensez bien qu'un expert de l'envergure de Guy, 1 heure de son temps, c'est... Bref. Et jusqu'à présent, on l'a fait gratuitement, c'est ça, Guy ? Ah oui, jusqu'à présent, et puis il faut quand même se douter, enfin on s'en doute, je suppose, que si nous n'avons encore qu'une 40aine d'heures d'enregistrement, le travail de préparation est évidemment beaucoup plus grand que ces 40 heures en question. Hein. Moi, j'avais compté que pour 1h30 d'épisode, il fallait à peu près 7 heures de travail. De bout en bout. À nous deux, oui, certainement. Oui, à nous deux. À nous deux, voilà. Voilà, donc faites le calcul. Parce qu'il faut aussi savoir que le temps d'enregistrement et le temps qui reste de l'épisode n'est évidemment pas du tout le même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut compter à peu près 2 fois plus de temps d'enregistrement que de temps d'épisode une fois qu'il a été ficelé, qu'il a été découpé, qu'il a été monté. Hein. Oui, avec moi qui bafouille sans arrêt, que j'ai obligé de recommencer plusieurs fois, ça fait beaucoup. Non, mais sinon, cette année, ça a été sympa. 2017 se termine, tranquillement, dans les... Il ne faut pas le dire trop tôt, on ne sait pas tant qu'on n'a pas terminé l'année. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'étais petit, j'étais traumatisé par cette histoire où les enfants étaient dans une année qui ne terminait pas. Et ils avaient le calendrier, ils tiraient la feuille. C'est comme ces calendriers blagueurs. Tous les jours, tu tires la feuille et après le 31 décembre, c'était le 32, puis c'était le 33 et le 34. En fait, l'année ne voulait jamais terminer. L'année se terminerait le jour où ils feraient leurs bonnes résolutions. Ce qui m'amène à dire quelles sont nos bonnes résolutions de l'année pour 2018 au niveau du podcast. Essayez de plaire à un maximum de gens. C'est-à-dire, on aimerait bien vous apporter le contenu que vous voulez. On aimerait bien parler des sujets qui vous intéressent, vous. Mais si vous ne le dites pas, on ne sait pas lire dans les pensées. Donc, un petit mail en disant « Oui, tiens, j'aimerais bien... » Oui, vous savez quoi ? Inscrivez-vous à l'adresse, à la liste email sur notre site. Si ça se trouve, je trouverai le temps de faire un sondage, tout simplement. Et puis, il y aura peut-être des surprises, mais en tout cas, on va commencer à produire toutes les semaines un épisode. C'est la chose sur laquelle je me suis engagé, en tout cas jusqu'à la moitié de l'année. Et on va voir ce que ça apporte. Si ça peut s'avérer rentable, on continuera. On va commencer à accueillir des invités de marque. On a déjà une liste de personnes avec qui on doit aller parler cuisine qui s'est allongée et qu'on a beaucoup procrastiné là-dessus. On va essayer d'être un peu plus sérieux, n'est-ce pas, Guy ? Il faut dire aussi que nous ne sommes pas proches géographiquement, donc ça complique un petit peu les choses si on veut aller interroger des gens, bien entendu. Oui, mais alors on peut trouver des excuses, on peut se trouver des raisons. Voilà. Alors effectivement, la distance géographique, ça peut être une excellente excuse, mais c'est pas une raison. Et le soutien des auditeurs est justement une façon de nous donner des raisons. C'est une motivation, ça. Oui. Celui qui veut faire quelque chose se trouve une raison. Celui qui veut pas se faire quelque chose se trouve des excuses. N'ai-je pas raison ? Tout à fait. Voilà. Alors, cette fin d'année, c'est la période des bonnes résolutions. Et une des bonnes résolutions qui est la plus courante, la plus souvent prise est, devine laquelle, Guy ?
Faire régime. Voilà, perdre du poids. On a ces quelques kilos en trop, mais nous, on s'en fiche, les kilos en trop, justement. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont à leur place. Et bon, comment dire, quand on va en Afrique, on affiche son statut social. Quand on laisse pousser la brioche, en tout cas chez les hommes. Mais bon, soit dit en passant, c'est vrai qu'elle peut être encombrante et ces quelques kilos en trop peuvent nous empêcher de voir la vie un peu mieux. Je vois moi personnellement de m'être laissé un petit peu aller. J'ai du mal par exemple à monter les 7 étages qui me séparent du rez-de-chaussée au bureau, dans mon bureau à Londres. Et donc, alors que quand j'étais jeune et fringant, je pouvais encore le faire. Donc, je vais probablement prendre la bonne résolution de me remettre un petit peu en forme et donc d'aller à la salle de sport. Et la salle de sport, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois beaucoup de gens qui sont là avec leurs écouteurs. Eh bien, vous pouvez écouter de la musique, c'est effectivement un excellent moyen pour commencer. Une fois que la musique commence à être ennuyeuse, si vous partez en jogging ou simplement pour une marche tous les jours, vous allez promener le chien, vous pouvez écouter un podcast. C'est génial. En Amérique, en tout cas, ils voient le volume des podcasts monter généralement la première quinzaine de janvier, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont à la gym et puis ils ne savent pas trop quoi écouter. Alors ils écoutent un podcast. Génial, excellent. Et si vous êtes fatigué des podcasts, vous pouvez écouter un livre audio. Votre premier livre audio gratuit sur parlercuisine.com/audible. A-U-D-I-B-L. Audible. Votre premier livre gratuit si vous passez par ce lien-là. Et en plus, vous soutiendrez le podcast et ça nous fait plaisir et ça ne vous coûtera rien de plus. Vous pouvez prendre le livre et puis vous barrer. C'est gratuit. C'est tout. Et puis, une fois que vous aurez votre compte Audible, s'il y a un des livres qui vous intéresse, vous pouvez l'acheter quand ça vous chante. Sinon, c'est 9,95€ par mois et ça vous donne droit à un crédit, c'est-à-dire un livre tous les mois à télécharger dans leur grand catalogue qui est très bien fourni. Je dois dire, je me suis abonné il y a 2 ans et je suis toujours abonné et j'ai pas encore réussi à épuiser la liste des livres que j'aimerais bien lire la prochaine fois par les oreilles. Voilà, nous on vous nourrit par les oreilles. Audible vous instruit et vous divertit de façon littéraire. Voilà. Et puis si vous n'aimez pas les gens qui lisent des livres, restez abonné au podcast. N'oubliez pas de partager cet épisode et ce podcast avec les amis qui le méritent. Et si vous n'aimez pas cet épisode, vous n'êtes probablement pas en train d'écouter celui-là. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce temps en votre compagnie, madame, mademoiselle, monsieur. Je vous souhaite... À l'année prochaine. Oui. Tous les meilleurs vœux, bonne année. À l'année prochaine. Au revoir.